La poussière flottait dans l'air comme de l'or en poudre, capturée par les derniers rayons de la lumière de jeudi qui filtraient à travers les fenêtres de l'atelier. Je passais le papier de verre en longs mouvements réguliers sur la surface du bureau en noyer, sentant le bois se réchauffer sous ma paume. Grain 220. Le grain s'ouvrait magnifiquement, révélant le motif en cathédrale que j'avais passé 3 jours à faire ressortir du bois brut. Mes épaules me brûlaient. J'étais là depuis 6 heures ce matin-là, 15 heures à rester debout, à façonner, et à respirer de fines particules qui se déposaient dans mes cheveux et dans les plis de mes vêtements de travail. L'atelier de finition sentait l'huile de lin et les copeaux frais, une odeur qui, autrefois, signifiait la possibilité. Maintenant, cela signifiait simplement une autre journée de 16 heures, une autre pièce que je vendrais pour la moitié de sa valeur, parce que l'hypothèque était due et que la dette fantôme ne cessait de grandir. La dette fantôme, c'est comme ça que je l'appelais dans ma tête, cette obligation amorphe qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, mon héritage. 6 ans de paiement sur les pertes commerciales de mon père. 6 ans depuis qu'il s'était serré la poitrine dans notre cuisine, en me disant que les médecins avaient trouvé des irrégularités, que le stress le tuerait, que les comptes de l'entreprise étaient dans le rouge. J'avais 21 ans, encore assez jeune pour croire que la famille signifiait quelque chose de mutuel, de réciproque. J'avais eu tort. J'ai posé le papier de verre et j'ai fléchi mes doigts. Mes callosités avaient maintenant des callosités. Mes mains paraissaient plus vieilles que mes 31 ans, la peau sèche et craquelée malgré la lotion que j'appliquais chaque nuit. J'ai attrapé ma bouteille d'eau, j'ai bu une longue gorgée, et j'ai laissé mes yeux se poser sur la table en chêne blanc au centre de l'atelier. Cette pièce me faisait encore mal à regarder. Je l'avais construite il y a 3 mois, pendant une semaine où le sommeil semblait impossible, où les chiffres de mon compte en banque ne cessaient de se réorganiser en configuration qui signifiait l'expulsion. La table avait été une thérapie, chaque assemblage à tenons et mortaises étant coupé avec le genre de précision qui exigeait un silence mental complet. J'avais gravé ma marque au fer chaud sur le bandeau latéral avec des mains tremblantes, V.E. Dawson en lettres capitales nettes, puis j'avais frotté 20 couches d'huile sur la surface, jusqu'à ce qu'elle brille comme de l'ambre. C'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. C'était aussi toujours là, invendu, parce que je ne pouvais pas me résoudre à le laisser partir. Mon téléphone a vibré sur l'établi. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, maman. J'ai envisagé de ne pas répondre. J'étais assez fatigué pour que l'idée de simplement le laisser sonner me semble être une rébellion. Mais l'habitude était un sillon profond, usé par des années de conditionnement, et j'ai glissé pour accepter avant de pouvoir m'en dissuader. Allô, maman. Verity. Sa voix avait cette qualité particulière, sans souffle, qu'elle prenait lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle déguisée en inquiétude. Je suis contente de t'avoir. Je voulais te parler avant que les choses ne deviennent mouvementées ce week-end. D'accord. Je me suis appuyé contre l'établi, déjà sur mes gardes. C'est à propos de la fête de fiançailles de samedi. Ton père et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Les mots ont atterri avec le poids d'un coup de maillet. Ma main libre a trouvé le bord de l'établi, si agrippant. Vous me désinvitez. Ne rends pas les choses si dramatiques. C'est juste que Bella est très stressée par l'organisation du mariage, et tu sais comment elle est quand elle est anxieuse. Nous avons pensé que ce serait plus facile pour tout le monde si tu passais ton tour cette fois. Plus facile pour tout le monde. L'expression était familière, l'une des préférées de ma mère. Cela ne signifiait jamais tout le monde. Cela signifiait Bella. J'ai déjà acheté un cadeau, ai-je dit, détestant la minceur de ma voix. C'est gentil, ma chérie, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu sais que nous comprenons ta situation. L'entreprise a des difficultés, et nous ne nous attendons pas à ce que tu. L'entreprise va bien. Le mensonge est sorti automatiquement, sur la défensive. Verity. Son ton a changé, prenant cette patience sirupeuse qui me donnait l'impression d'avoir à nouveau 13 ans. Le problème cardiaque de ton père signifie qu'il ne peut pas supporter le stress. Tu le sais. S'il y a des tensions à la fête, si Bella et toi vous lancez dans une de vos, discussions, cela pourrait être dangereux pour lui. Et voilà. Le problème cardiaque. L'atout ultime, joué chaque fois que je montrais des signes de résistance. J'ai fermé les yeux, j'ai revu mon père 6 ans plus tôt, le visage pâle à la table de la cuisine, se tenant la poitrine pendant que ma mère appelait les secours. J'ai revu les factures d'hôpital qui avaient suivi, les rendez-vous chez les spécialistes, les médicaments. Sauf que je n'avais jamais réellement vu aucune de ces factures.
Jamais assisté à un seul rendez-vous. Mes parents avaient tout géré en privé, ils m'avaient simplement présenté le décompte final, 60 000 € de dette médicale, combiné à l'effondrement financier soudain de l'entreprise. Et moi, dévoué et terrifié à l'idée de perdre la seule famille que j'avais dit oui à tout. Je fais des paiements depuis 6 ans, ai-je dit doucement. Je n'en ai jamais manqué un seul. Et nous en sommes reconnaissants, ma chérie. Mais ce week-end, il n'est pas question d'argent. Il est question du bonheur de Bella. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprenais beaucoup de choses. Je comprenais que ma sœur avait eu la chambre d'enfant avec la baie vitrée, tandis que j'avais eu le garage aménagé. Je comprenais que les frais de scolarité de Bella avaient été payés en totalité, tandis qu'on m'avait dit qu'il n'y en avait tout simplement pas assez pour nous deux. Je comprenais que lorsque j'avais 23 ans et que je travaillais 16 heures par jour pour constituer mon portfolio, pour créer le genre de meuble qui pourrait me faire une réputation, on m'avait dit que j'étais l'égoïste de donner la priorité à mon passe-temps plutôt qu'aux obligations familiales. Je comprends, ai-je dit. Merveilleux. Je savais que tu comprendrais. On se voit bientôt, d'accord? Peut-être dimanche pour le brunch. L'appel s'est terminé. Je suis resté dans la lumière dorée et poussiéreuse, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant le silence. Puis je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais scellée 2 jours plus tôt. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 €, la moitié de ce qu'on m'avait payé pour un ensemble de salles à manger commandées, de l'argent dont j'avais désespérément besoin pour le loyer du mois prochain. La carte jointe disait « Félicitations Bella et Julien, je vous souhaite tout le bonheur du monde ». Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, puis j'ai continué à déchirer jusqu'à ce que les morceaux soient trop petits pour être déchirés davantage. Les bribes sont tombées sur mon établi comme de la neige. Je les ai balayées dans la poubelle avec le côté de ma main, et je suis retourné poncer. Le bureau en noyer avait encore besoin de travail, et le travail était tout ce qui me restait. La veille des fiançailles, le vendredi matin est arrivé avec un brouillard si épais que je pouvais à peine voir de l'autre côté du parking de l'atelier. J'étais debout depuis 5 heures, à faire l'inventaire et à essayer de ne pas penser au calendrier. 30 jours avant l'expulsion si je ne payais pas le loyer du mois prochain. 30 jours pour rassembler 3 000 €, ce qui aurait tout aussi bien pu être 3 millions. Je réorganisais mon porte-ciseaux quand j'ai entendu des portières de voiture claquer à l'extérieur. Plusieurs portières. Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigé vers la fenêtre avant et j'ai regardé à travers la condensation. Une berline Audi élégante était garée sur mon terrain de gravier, semblant aussi déplacée qu'un cheval de concours dans une casse. 4 personnes en sortaient, ma mère en lin crème, mon père en veste de sport, Bella dans quelque chose de blanc et de fluide, et un homme grand en jean foncé et en lait anthracite. Julien, le fiancé que je n'avais jamais rencontré. Ma première pensée a été de verrouiller la porte et de faire comme si je n'étais pas là. Ma seconde a été qu'ils avaient déjà vu mon camion. Je les ai regardés s'approcher, j'ai observé le sourire étudié de ma mère, la démarche prudente de mon père, la main de Bella possessivement enroulée autour du bras de Julien. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Surprise. La voix de ma mère était cristalline, théâtrale. Nous voulions que Julien voie où tu travailles. Il s'intéresse beaucoup à l'artisanat. Julien s'est avancé, tendant la main. Verity. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je doutais que ce soit vrai. Mais sa poignée de main était ferme, son regard direct. Il était beau d'une manière discrète, une mâchoire nette, des cheveux sombres repoussés en arrière, des yeux qui paraissaient gris dans la lumière du matin. Il y avait chez lui une aisance qui suggérait l'argent, le genre de richesse qui n'a pas besoin de s'annoncer. Enchanté, ai-je dit. J'ai reculé, leur permettant d'entrer dans l'atelier de finition. L'attention de Julien s'est immédiatement portée sur l'espace. Son regard a balayé les établis, les outils suspendus, les pièces à moitié finies à divers stades d'achèvement. Je l'ai regardé observer la scie japonaise montée au mur, les rabots anciens alignés par taille, la table en chêne blanc au centre de la pièce. C'est incroyable, a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix suggérait qu'il le pensait vraiment. Où avez-vous été formé? Ici le mot est sorti, plat. Je suis autodidacte. Vraiment? Julien s'est approché de la table en chêne, son expression se transformant en une sorte d'émerveillement. Il s'est accroupi pour examiner l'assemblage, passant ses doigts le long du bord où le bandeau rejoignait les pieds. Ce sont des queues d'aronde coupées à la main. Oui.
La plupart des gens utilisent un gabarit pour des queues d'aronde de cette taille. La précision requise pour faire ça à la main. Il s'est relevé, me regardant avec une nouvelle attention. Depuis combien de temps travaillez-vous le bois? Depuis mes 15 ans. Ma mère est intervenue, la voix vive et cassante. Verity a toujours été douée de ses mains, des compétences très pratiques. Le dédain dans ce mot, pratique, m'a fait serrer la mâchoire. Bella se balançait d'un pied sur l'autre, l'air mal à l'aise. Mon père se tenait près de la porte, les bras croisés, observant l'interaction comme un homme qui regarde une mèche brûlée en direction de la dynamite. Nous devrions la laisser retourner au travail, a dit mon père. Je suis sûr qu'elle est occupée. Mais Julien regardait toujours autour de lui, son intérêt semblant authentique. Ça vous dérange si je jette un œil à la baie de débitage? J'ai l'intention de monter mon propre atelier, et j'adorerais voir comment votre équipement est installé. Julien, chéri, nous devrions vraiment. A commencé Bella. Ce n'est pas un problème, ai-je dit, me surprenant moi-même. L'empressement de mon père à partir me donnait envie de prolonger la situation. C'est par cette porte. Je l'ai conduit vers la zone B, consciente que ma famille suivait derrière comme des ombres réticentes. Au moment où j'ai ouvert la porte de la baie de débitage, l'odeur du bois brut s'est répandue, cèdre, pin, chêne, se mélangeant tous dans le parfum épais de la possibilité. Julien est entré, et j'ai vu son expression se transformer en quelque chose de proche de la révérence. L'espace était un chaos organisé, une scie sur table avec une sortie prolongée, une dégauchisseuse, une raboteuse, des étagères de bois triées par essence et par qualité. Le collecteur de poussière était assis dans un coin comme une bête endormie, son baril de collecte à moitié plein de copeaux. « Je peux voir comment vous avez installé votre système de dépoussiérage ?» a demandé Julien. Je me suis approché de la machine, j'ai actionné l'interrupteur. Le collecteur a rugi, un hurlement mécanique et grinçant qui a englouti tous les autres sons. Julien s'est penché pour examiner les raccords des tuyaux, hochant la tête. Derrière moi, je sentais la présence de ma famille comme un front météorologique. Je me suis retourné et j'ai trouvé Bella qui s'approchait, trop près, son visage arrangé en une expression de douceur désespérée. La bouche de Bella bougeait. Les mots se perdaient sous le bruit de la machine, mais je savais assez bien lire sur les lèvres, il faut qu'on parle. J'ai ramené Bella dans l'atelier de finition, laissant Julien examiner les étagères de bois dans la baie de débitage. Le rugissement du collecteur de poussière nous a suivis à travers la porte, étouffant le monde dans un registre plus bas de tonnerre mécanique. Mes parents nous ont suivis dans la zone A. Ma mère s'est immédiatement dirigée vers la fenêtre, mettant de l'espace entre elle et ce qui allait se passer. Mon père s'est positionné près de la porte, bloquant la sortie. Positionnement militaire, ai-je pensé vaguement. Ils ont dû répéter ça. Bella m'a attrapé le poignet. Ses ongles, parfaitement manucurés en rose pâle, se sont enfoncés dans ma peau. J'ai besoin d'une faveur, a dit Bella, le bruit du collecteur de poussière l'obligeant à crier à moitié. Pour la fête de fiançailles de demain soir. Demain, c'est samedi, ai-je dit bêtement. Oui, demain. Samedi soir. La prise de Bella s'est resserrée. J'ai besoin d'une arche en cèdre. 2,10 mètres de haut, finition vieillie, quelque chose de rustique et élégant. La société de location nous a plantés hier, et je suis désespéré. J'ai fixé ma sœur. Une arche. Pour demain matin. Tu fabriques des meubles tout le temps. Bella, c'est 30 heures de travail au minimum, peut-être plus si tu veux que ça ait l'air correct. Alors tu ferais mieux de commencer maintenant. La voix de Bella était devenue sèche, la douceur s'évaporant. Sauf si tu veux que tout le monde à ma fête de fiançailles sache pourquoi tu n'as pas pu venir. La menace a atterri comme une gifle. J'ai arraché mon poignet. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père s'est avancé. Ça veut dire que nous t'avons soutenu pendant 6 ans pendant que tu jouais à la menuisière. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ta sœur pour le week-end le plus important de sa vie. Les mots, jouer à la menuisière, m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai regardé mon père, son visage rouge, ses poings serrés, son absence totale de la fragilité qu'il prétendait avoir depuis des années. Soutenu? Le rire qui est sorti de moi était déchiqueté. Je paie votre dette depuis mes 21 ans. Je vous ai tout donné. Tu nous as donné ce que tu nous devais, a claqué mon père en s'approchant. Son visage était rouge maintenant, les veines ressortant sur son cou. Après tout ce que nous avons sacrifié pour t'élever, pour te nourrir,
pour te donner un toit, tu penses que tu peux juste. Ton cœur semble assez fort pour me crier dessus. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu, et à ce moment précis, le collecteur de poussière dans la baie de débitage s'est arrêté. Le rugissement de la machine s'est éteint en silence, et mon cri a résonné dans les deux pièces comme un coup de feu. Des pas. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte entre les zones, un ciseau japonais à la main. Il le tenait comme quelqu'un qui comprend les outils, les doigts enroulés autour du manche, le pouce reposant sur la virole en laiton. Ses yeux sont passés de moi à mes parents, à Bella, et sont revenus sur moi. « Tout va bien ?» a-t-il demandé doucement. Le silence s'est étiré. Ma mère a été la première à se reprendre, arborant un sourire. « Juste une discussion de famille. Tu sais ce que c'est. » Le regard de Julien s'est posé sur le ciseau dans sa main, puis s'est déplacé vers le mur où son jeu correspondant était suspendu. C'est un Tase Kurogan, de l'acier japonais de qualité professionnelle. La plupart des amateurs n'investissent pas dans des outils comme ça. Je ne suis pas une amatrice, ai-je dit. Non. Julien a posé le ciseau sur l'établi avec un soin délibéré. Je ne pense pas que vous le soyez. Il s'est tourné vers Bella. Votre sœur a été formée à RISD, n'est-ce pas? La question a atterri comme une charge de profondeur. J'ai senti l'air se compresser. Non, a dit Bella rapidement. Elle n'est pas allée à l'université. Elle a toujours travaillé ici. J'ai été accepté à RISD, ai-je interrompu. Les mots sont venus de quelque part de profond, d'un endroit où je les avais enterrés il y a 8 ans. Bourse complète pour leur programme de design de mobilier. L'expression de Julien a changé pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Quelque chose qui se mettait en place. Dawson, a-t-il dit lentement. Attendez. Dawson. Je l'ai regardé assembler les pièces, j'ai vu le moment de la prise de conscience. Le professeur Evans m'a parlé d'une étudiante, a poursuivi Julien, sa voix prenant une qualité étrange, une étudiante nommée Dawson qui a refusé une bourse complète pour le programme de mobilier de RISD. Il a dit que c'était l'un des plus grands regrets de sa carrière, d'avoir laissé filer ce talent. Il a gardé leur portfolio pendant des années. La pièce était devenue complètement silencieuse. Je sentais la panique de ma mère comme de l'électricité dans l'air. C'était il y a 8 ans, a dit Julien en me regardant. Vous auriez eu 23 ans, ai-je terminé. Ma mère s'est avancée, les mains levées dans un geste apaisant. Julien, c'est compliqué. Verity souffrait d'une anxiété sévère à l'époque. Elle nous a supplié de l'aider à refuser l'acceptation. Nous avons même écrit la lettre pour elle parce qu'elle était trop dépassée pour le faire elle-même. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Ma voix me semblait lointaine, comme si j'écoutais quelqu'un d'autre parler. Je n'ai jamais reçu de dossier d'acceptation. Ma chérie, tu te trompes de souvenir. Je n'ai jamais eu la lettre, maman. J'ai vérifié le courrier tous les jours ce printemps-là. Je n'ai jamais rien vu de RISD. Le visage de Julien s'était durci. Il a regardé mes parents avec le genre d'expression qui devait bien fonctionner dans les salles de conseil. Si elle n'a pas écrit ou signé cette lettre de refus, et que vous avez falsifié sa signature sur une correspondance officielle avec une institution fédérale, il a laissé la phrase en suspens, c'est de la fraude postale. Et de la falsification. Des crimes fédéraux. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. Attendez une minute. A-t-elle signé la lettre, a demandé Julien. Question simple. Le silence était une réponse suffisante. Mes mains avaient commencé à trembler. Je les ai appuyées à plat contre l'établi, sentant le grain du bois sous mes paumes, me rattachant à quelque chose de solide. 8 ans. 8 ans à croire que je n'avais pas été assez bonne, que RISD avait regardé mon portfolio et l'avait trouvé insuffisant. 8 ans de dette fantôme. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, a dit ma mère, mais la conviction avait disparu de sa voix. Verity était si jeune, et le programme était si loin. Nous ne pouvions pas nous permettre de la perdre. Pas nous permettre, ai-je répété. Les mots avaient un goût de rouille. Vous ne pouviez pas vous permettre de perdre mes revenus. Mon père s'est avancé, tentant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas juste. Tu n'as aucune idée de ce que nous traversions financièrement. Le problème cardiaque, ai-je dit platement. Celui qui a nécessité 60 000 € de traitement. Quand exactement a-t-il été diagnostiqué, papa? Je l'ai regardé hésiter,
j'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il y a 6 ans, a fourni ma mère. Tu le sais. On en a déjà parlé. Quel hôpital, ai-je demandé. Quel cardiologue? Une autre hésitation. Trop longue. Julien observait la scène avec l'attention de quelqu'un qui avait grandi en apprenant à lire la dynamique des salles de conseil. Vous savez, a-t-il dit d'un ton conversationnel, c'est intéressant. Quand quelqu'un a vraiment un problème cardiaque sérieux, il mentionne généralement le nom de son médecin, les médicaments, les restrictions alimentaires. Il a regardé mon père. Quels médicaments prenez-vous? La mâchoire de mon père s'est contractée. Ce sont des informations médicales privées. C'est aussi très facile à vérifier. Julien a sorti son téléphone. Mon père est chirurgien cardiaque à Mass Générale. Je pourrais lui faire consulter les dossiers avec votre consentement. Ou sans, s'il y a une suspicion raisonnable de fraude. Le mot fraude va sembler aspirer l'oxygène de la pièce. Je me souvenais de choses maintenant. Des pièces qui s'assemblaient avec la précision terrible d'un joint de mortaise qui se resserre. Le problème cardiaque de mon père était apparu 2 ans après que la lettre de risque aurait dû arriver. 2 ans pendant lesquels j'avais travaillé 16 heures par jour, constituant mon portfolio, vendant des pièces dans des foires artisanales, économisant chaque euro. Et puis, soudain, il y avait eu une crise. Soudain, on avait eu besoin de moi. Les pertes commerciales, ai-je dit lentement. Celles que je rembourse depuis 6 ans. Qu'est-il vraiment arrivé à l'entreprise? Le visage de ma mère s'était arrangé en un masque de dignité blessée. Ton père a fait de mauvais investissements. Ce n'était pas de sa faute si le marché s'est effondré. Le marché s'est effondré en 2008, a dit Julien d'un ton neutre. C'était il y a 17 ans. De quels investissements parlons-nous? Bella a finalement parlé, la voix mince. Pouvons-nous s'il vous plaît arrêter ça? Julien, nous devrions y aller. Quel genre d'investissement, papa, ai-je insisté. J'ai pensé au grand livre dans le tiroir de mon bureau, celui que j'avais commencé à tenir il y a 3 ans, quand les chiffres avaient cessé d'avoir un sens. Parce que je paie des dettes commerciales depuis 6 ans, et je n'ai jamais vu un seul papier. Pas de document de prêt, pas d'informations sur les créanciers. Le visage de mon père était redevenu rouge. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses que tu vas quoi, maudité? Je suis ton père. Alors agis comme tel. Le cri est venu de quelque part de Primal. Dis-moi la vérité. Pour une fois dans ma vie, dis-moi la vérité. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, je pouvais entendre la circulation sur l'autoroute lointaine. Ma mère a craqué la première. C'était le jeu, a-t-elle dit doucement. Ton père avait des dettes. Pas 60 000 euros, c'était moins. Mais nous avions besoin d'aide. Et tu gagnais de l'argent, et nous avons pensé. Vous avez pensé que vous alliez voler 8 ans de ma vie. Ma voix était devenue plate. Vous avez falsifié une lettre de refus de l'école de mes rêves. Vous avez inventé une urgence médicale. Vous m'avez pris près de 80 000 euros en 6 ans pour des pertes commerciales qui étaient en réalité des dettes de jeu. J'ai regardé mon père. Combien devais-tu réellement? Ce n'est pas à combien? 20 000, a-t-il marmonné. Mais avec les intérêts. Je vous ai payé presque 4 fois cette somme. J'ai senti quelque chose se cristalliser dans ma poitrine, quelque chose de froid, de clair et d'absolument certain. Je suis votre distributeur automatique personnel depuis mes 21 ans. Vous avez volé mon éducation. Vous avez volé mes 20 ans. Vous avez volé mon avenir. Julien regardait mes parents avec une expression de pur dégoût. C'est au-delà du dysfonctionnement familial. C'est de la fraude criminelle. De la fraude fiscale, si vous avez déclaré ces dettes de jeu comme des pertes commerciales. Il s'est tourné vers Bella. Étais-tu au courant de tout ça? Le silence de Bella était une réponse suffisante. Son visage était devenu pâle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la surprise. De la connaissance. De la complicité. Tu savais, ai-je dit doucement. Pour Rist. Tu savais que j'avais été accepté. Je ne. Ce n'était pas à moi de. Les mots de Bella se sont bousculés. Tu étais toujours si intense avec ton travail du bois, et maman disait que tu serais mieux près de la maison, et j'ai pensé.
Tu as pensé que tu utiliserais mon travail pour te mettre en valeur, ai-je bougé vers la table en chêne blanc, comme tu l'as fait il y a 3 mois. Le front de Julien s'est plissé. Quoi? J'ai désigné la table. Cette pièce. Je l'ai construite en mars. J'ai posté une photo sur mon compte Instagram à peine utilisé parce qu'un client voulait voir mon travail. J'ai regardé Bella. Et puis que s'est-il passé? Bella était devenue très immobile. Puis ma sœur, ai-je poursuivi, a pris cette photo, a recadré l'arrière-plan et l'a postée sur son propre compte Instagram. Elle a prétendu l'avoir construite elle-même, a obtenu 4000 j'aime et une douzaine de demandes de commande. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit que je l'avais construite, a balbutié Bella. Tu as dit ma nouvelle pièce et est tellement fière de cette construction. Ma voix était chirurgicale. J'ai des captures d'écran. Le téléphone de Julien était déjà sorti. Quel est ton nom d'utilisateur Instagram? Ne fais pas ça, a dit Bella sèchement. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il était déjà en train de faire défiler. Je l'ai regardé trouver la publication. J'ai regardé son pouce s'arrêter de bouger. Je l'ai regardé zoomer sur la photo. Puis il s'est dirigé vers la table en chêne et s'est accroupi, examinant le bandeau latéral. Son doigt a tracé la marque au fer chaud gravée dans le bois. V.E. Dawson. C'est la même table, a-t-il dit doucement. Même motif de grain. Même marque visible sur la photo si on zoome. Il a levé les yeux vers Bella. Vous vous êtes attribué le mérite du travail de votre sœur. C'est du vol de propriété intellectuelle. C'était juste une photo, a tenté Bella. C'était une violation du droit d'auteur et de la fraude, a dit Julien en se levant. Vous avez gagné du capital social et potentiellement des opportunités de revenus en montant sur la création de cette pièce. C'est passible de poursuite. Le visage de Bella était passé du pâle au rouge tacheté. Tu es ridicule. C'était juste Instagram. Juste Instagram, ai-je répété. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, 8 ans de compression trouvant enfin une soupape de décharge. Tu as volé mon travail, ma réputation et mes clients potentiels. Combien de demandes de commandes as-tu reçues grâce à cette publication? Je n'en ai accepté aucune. Combien, Bella? 15, a murmuré Bella. 15 clients potentiels. 15 opportunités qui auraient pu tout changer. Qui aurait pu payer le loyer? Qui aurait pu acheter des fournitures? Qui aurait pu construire la sécurité financière dont j'avais été privé pendant des années? Julien examinait toujours la table, la mâchoire serrée. C'est un travail de qualité muséale. L'assemblage seul. Il s'est arrêté. S'est redressé. Vous savez quoi? J'en ai assez. Il s'est tourné vers Bella. Je dois réfléchir à certaines choses. La panique a traversé le visage de Bella. Julien, non, s'il te plaît. C'est juste. C'est un drame familial. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu as menti sur la construction de cette table. Sur quoi d'autre as-tu menti? Rien, je le jure. Mais ma mère bougeait maintenant, son sang-froid se fissurant. C'est de ta faute, m'a-t-elle sifflé. Tu n'as pas pu laisser les choses tranquilles. Tu as dû tout gâcher. J'ai tout gâché? J'ai senti les mots monter de quelque part de volcanique. Vous avez falsifié des documents. Vous avez volé 80 000 euros. Vous avez détruit mon avenir. Et vous voulez me blâmer? Mon père s'est avancé, et un instant j'ai cru qu'il allait me frapper. Sa main était levée, son visage déformé, et je me suis instinctivement reculé. Julien s'est interposé entre nous si vite que cela a semblé être de la téléportation. Touchez-la et je vous fais arrêter. C'est ma propriété. En fait, ai-je dit, ma voix soudainement calme, non. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti le grand livre relié en cuir que je tenais depuis 3 ans, celui que j'avais commencé quand les chiffres avaient cessé d'avoir un sens, quand j'avais commencé à tout documenter. Il y a 3 ans, ai-je dit en ouvrant le livre, j'ai commencé à suivre chaque paiement que je vous faisais, chaque versement de dette commerciale, chaque chèque d'urgence. J'ai tourné les pages, révélant des colonnes nettes de dates, de montants et de motifs. J'ai aussi commencé à garder des copies de chaque reçu, de chaque relevé bancaire, de chaque message où vous demandiez de l'argent. Ma mère était devenue très immobile. Qu'est-ce que tu fais?
Je vous montre à quoi ressemble la diligence raisonnable. J'ai trouvé la page que je voulais. L'année dernière, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Ça m'a coûté 2000 € que je ne pouvais pas me permettre, mais je devais savoir si j'étais folle. Il s'avère que non. J'ai tourné le livre vers Julien. Mon père a déclaré des pertes commerciales sur ses impôts pendant 6 années consécutives, des pertes que je l'aidais à récupérer, mais il n'a jamais eu de faillite d'entreprise. Il a déclaré les dettes de jeu comme des pertes commerciales, ce qui est de la fraude fiscale. Et l'argent que je lui ai donné? Il ne l'a jamais déclaré comme revenu. Encore de la fraude fiscale. Julien a pris le livre, son expression se durcissant en parcourant les pages. Ce sont des crimes fédéraux. Plusieurs chefs d'accusation. Je sais. J'ai sorti un autre document, celui-ci dans une pochette en plastique. J'ai aussi demandé à un avocat immobilier de se pencher sur quelque chose qui me dérangeait. L'atelier. Ce bâtiment a été acheté par mon grand-père il y a 30 ans. Quand il est mort il y a 15 ans, il me l'a laissé dans son testament. J'avais 16 ans. Mes parents étaient devenus complètement silencieux. Mais je n'ai jamais vu ce testament, ai-je poursuivi. Mes parents m'ont dit que grand-père leur avait tout laissé, et je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'étais une enfant. J'ai brandi le document. Voici le titre de propriété. Mon nom y figure depuis 15 ans. Et les impôts fonciers que j'ai payés sur ce bâtiment? Ceux que vous m'avez dit être pour des dépenses professionnelles? C'étaient mes impôts fonciers. Sur mon bâtiment. Les mains de ma mère tremblaient. Tu ne peux pas, je peux. J'ai senti les années d'épuisement se cristalliser en quelque chose de dur comme le diamant. Je suis propriétaire de ce bâtiment. Je suis propriétaire de l'entreprise. Et la maison dans laquelle vous vivez? Celle dont je paie la moitié de l'hypothèque depuis 6 ans. J'ai appelé la banque. Vous avez 3 mois de retard sur les paiements. Vous êtes en défaut de paiement. Tu n'en avais pas le droit, a commencé mon père. J'en avais tous les droits. J'ai payé votre hypothèque. J'ai refermé le livre. Alors voici ce qui va se passer. La maison sera mise en vente demain. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. L'atelier reste avec moi. Et chaque euro que vous m'avez pris au cours des 6 dernières années sera déclaré au fisc comme revenu non déclaré. Bonne chance pour expliquer ça. Mon père s'est jeté en avant. Pas sur moi, sur la table. Ou plus précisément, sur le bidon de diluant à peinture posé sur le bord de l'établi, laissé là après le travail de finition d'hier. Mais Bella a été plus rapide. Elle a attrapé le bidon, le visage tordu par le désespoir, et l'a balancé vers la table en chêne blanc vers le bandeau latéral où la marque V.E. Dawson marquait mon travail. Si je ne peux pas l'avoir. A commencé Bella. J'ai bougé sans réfléchir. Je me suis jeté entre ma sœur et la table, les bras écartés, et j'ai senti le produit chimique m'éclabousser la poitrine. Le diluant a immédiatement traversé ma chemise en flanelle, l'odeur âcre du solvant m'envahissant, puis la brûlure a commencé. Merde. J'ai arraché la flanelle, les boutons se dispersant sur le sol, et j'ai jeté la chemise imbibée dans la poubelle en métal. Je suis resté là, en maillot de corps, respirant fort, sentant le produit chimique s'évaporer de ma peau. La brûlure était superficielle, je l'avais attrapée assez vite mais mes mains tremblaient d'adrénaline. Julien avait attrapé le poignet de Bella, la forçant à lâcher le bidon de diluant. Il a heurté le sol en béton avec un bruit métallique, le produit chimique formant une flaque. C'est une agression, a-t-il dit doucement, et une tentative de destruction de preuves. Il tenait Bella et a reculé, la regardant comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Puis il a retiré la bague de fiançailles de son doigt, un simple anneau en platine, et l'a posée sur l'établi à côté du livre. Elle a essayé de résister, mais il était plus fort. Gardez-la, m'a-t-il dit. En garantie pour les dommages. Demandez à votre avocat de m'envoyer le décompte complet. Puis il s'est dirigé vers la porte de la baie et est sorti dans le brouillard matinal. Un instant, personne n'a bougé. Je me tenais en maillot de corps, respirant fort, sentant le diluant à peinture. Bella fixait la porte par laquelle Julien avait disparu. Mes parents se sont regardés, et j'ai vu la première vraie peur traverser leur visage. Sortez, ai-je dit. Sortez de mon atelier et ne revenez pas. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis elle a pris son sac et est sortie. Mon père a suivi, silencieux pour une fois. Bella est restée un instant,
quelque chose de complexe traversant son visage, du regret, peut-être, ou juste la réalisation qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait pas récupérer. Puis elle s'est tournée et est partie aussi. Je suis resté seul dans l'atelier de finition, entouré de sueurs et de rêves à moitié construits, et de la table en chêne blanc qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, la pièce à conviction du procès de ma propre vie. J'ai regardé la bague sur l'établi. Platine. Simple. Valant probablement 3 mois de loyer. Puis je l'ai prise et je l'ai glissée dans la poche arrière du livre, où elle serait en sécurité jusqu'à ce que je décide quoi faire ensuite. J'ai passé le reste du vendredi à nettoyer. Pas un travail productif, juste du nettoyage. J'ai épongé le diluant renversé, j'ai jeté la chemise en flanelle ruinée, j'ai réorganisé des outils qui n'en avaient pas besoin, un travail de mémoire musculaire qui a permis à mon cerveau de traiter tout ce qui venait d'exploser dans ma vie. Vers 4 heures, j'ai entendu une portière de voiture à l'extérieur. Mon premier instinct a été la panique, ma famille qui revenait, plus de confrontation. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Julien appuyé contre son Audi. Il était resté. Où était revenu? Quoi qu'il en soit, il attendait. Je suis sorti dans la lumière de l'après-midi. Le brouillard s'était dissipé, laissant place à l'un de ces jours d'automne cristallins qui rendent tout net et possible. Je voulais m'assurer qu'il partait vraiment, a dit Julien quand je me suis approché. J'étais garé au café au bout de la rue. Je les ai vus partir il y a environ 1 heure. J'ai hoché la tête, n'osant pas trop parler. Je voulais aussi m'excuser, a-t-il poursuivi. Je n'avais aucune idée de tout ça. Si j'avais su ce que Bella. Ce que votre famille. Il s'est arrêté, a secoué la tête. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'aurais dû savoir. Il y avait des signes, mais j'ai choisi de ne pas les voir. C'est normal, ai-je dit doucement. C'est plus facile de ne pas voir. Julien a regardé l'atelier, l'enseigne usée au-dessus de la porte qui disait Dawson Woodworks. La table à l'intérieur, celle en chêne blanc, c'est un travail vraiment extraordinaire. Le professeur Evans deviendrait fou s'il la voyait. Merci. Je pensais ce que j'ai dit à propos de la bague. Gardez-la en garantie, ou vendez-la, ce dont vous avez besoin. Et je demanderai à mon avocat de vous contacter pour la situation d'Instagram. Bella doit au minimum publier une correction publique, et vous avez le droit de demander des dommages et intérêts si vous le souhaitez. J'ai pensé à ça au procès, aux avocats, à traîner ça devant les tribunaux. Ça me semblait épuisant. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. C'est juste. Julien a sorti une carte de visite de son portefeuille. C'est moi. Si jamais vous voulez parler, ou si vous avez besoin d'une référence, ou si jamais vous voulez montrer votre portfolio au professeur Evans. Il enseigne toujours. Il se souviendrait de votre travail. J'ai pris la carte. Papier épais, design minimaliste. Julien Chêne, consultant en architecture. Je n'ai plus de portfolio, ai-je dit. J'ai vendu la plupart de mes premières pièces pour payer des factures. Alors construisez-en un nouveau. Julien a souri, et c'était la première expression authentique que j'avais vue de lui de toute la journée. Vous avez 31 ans. Le programme de mobilier de RISD accepte des étudiants diplômés. Vous pourriez postuler à nouveau. L'idée me semblait trop grande pour être contenue. Je l'ai rangée quelque part en sécurité, un endroit où je pourrais l'examiner plus tard, quand je ne fonctionnerai plus à l'adrénaline et aux vapeurs de diluant. Merci, ai-je dit. Pour tout aujourd'hui. Vous n'étiez pas obligé. Si, je l'étais. Il a ouvert la portière de sa voiture, puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous êtes mieux sans eux. Tous. Y compris moi, probablement. Vous n'étiez pas si mal, ai-je dit, et je le pensais. Il est parti, et je suis resté sur le parking jusqu'à ce que le bruit de son moteur s'estompe. Puis je suis retourné à l'intérieur, dans l'atelier de finition, vers la table en chêne blanc qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, le tournant de toute ma vie. J'ai passé la main sur sa surface, sentant la douceur de 20 couches d'huile, sentant la perfection des joints qui dureraient 100 ans. Cette table était une preuve. La preuve que j'étais assez bonne. Assez compétente. Assez dévouée. La preuve que j'avais toujours été suffisante. J'ai ouvert le livre une dernière fois, j'ai regardé la bague en platine, nichée dans sa poche arrière. Puis je l'ai refermé et je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau, où il resterait jusqu'à ce que j'en ai besoin.
Demain, j'appellerai l'agent immobilier pour la maison de mes parents. Demain, je contacterai le fisc. Demain, je commencerai le long et compliqué processus de me défaire de 8 ans de mensonges. Mais aujourd'hui, maintenant, j'allais construire quelque chose. J'ai enfilé une chemise propre, j'ai attaché mes cheveux en arrière et je suis entré dans la baie de débitage. Il y avait une pile de cèdre dans un coin, de belles planches au grain clair que j'avais gardées pour un projet spécial. J'en ai sorti 6 et je les ai ramenées dans l'atelier de finition. Une arche. Bella avait demandé une arche. Je n'allais pas la faire pour Bella, pas pour la fête de fiançailles qui serait probablement annulée de toute façon. Mais j'allais en faire une pour moi. Quelque chose de beau, de solide et de précisément construit. Quelque chose qui marquerait un seuil entre la vie dans laquelle j'avais été piégé et la vie que j'allais construire. J'ai mesuré 2 fois, j'ai marqué mes coupes et j'ai allumé la scie sur table. La lame a chanté à travers le cèdre comme une promesse. 1 an plus tard. La maison s'est vendue en 45 jours. Je ne suis plus jamais entré à l'intérieur, j'ai juste signé les papiers et regardé mes parents faire leur carton dans un silence de pierre. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville, et j'ai appris par des parents éloignés que mon père avait trouvé un travail dans une quincaillerie. Ma mère ne me parlait plus. Les fiançailles de Bella avaient pris fin, sans surprise, et elle avait déménagé à Portland. Aucun d'eux ne me manquait. J'avais utilisé l'argent de la bague 12 000 € chez le bijoutier pour m'offrir 6 mois de répit financier. Puis j'avais suivi le conseil de Julian et j'avais envoyé un email au professeur Evans Arist. Il s'était immédiatement souvenu de mon nom, m'avait demandé de voir mon travail actuel. J'avais envoyé des photos de la table en chêne blanc. Il m'avait appelé 20 minutes plus tard. Maintenant, j'ai garé mon camion sur le parking de l'atelier et j'ai vu l'Audi de Julian déjà là. Nous étions restés en contact au cours de l'année écoulée, d'abord timidement, puis plus régulièrement. Il était devenu un ami, puis un collaborateur. Il avait des clients en architecture qui avaient besoin de meubles sur mesure. J'avais les compétences pour les fabriquer. C'était un bon partenariat, propre, équitable, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Julian attendait près de la porte de la baie, tenant 2 tasses de café. Bonjour. J'ai apporté les plans pour le projet de Beacon Hill. Laisse-moi voir. J'ai pris le café et les plans roulés, je les ai étalés sur mon établi. Un système de bibliothèque intégré, de 2,40 m de haut, en chêne blanc et noyer. Un assemblage complexe. Exactement mon genre de défi. Les délais sont flexibles, a dit Julian. Le client préfère la qualité à la vitesse. C'est mon genre de client préféré. Nous avons passé 1 heure à examiner les spécifications, à discuter du choix du bois, à débattre des options de finition. C'était le genre de conversation que je rêvais d'avoir, technique, créative, entre égaux. Quand Julian est parti, je suis resté un moment dans l'atelier de finition, simplement à respirer. L'espace sentait la sueur et l'huile de lin. La table en chêne blanc était toujours au centre de la pièce, plus à vendre. C'était un repère maintenant, un rappel. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que j'ai reconnu immédiatement. Le professeur Evans. Bonjour Verity, comment allez-vous? J'enseigne un stage intensif de week-end sur les techniques d'assemblage avancé le mois prochain à RISD. Accepteriez-vous d'être une instructrice invitée? Nous pourrions discuter des options de programme d'études supérieures pendant que vous êtes ici. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu. Ce serait un honneur. Avant de partir pour la journée, je suis passé devant l'ancienne maison de mes parents. Les nouveaux propriétaires l'avaient déjà peinte d'une couleur différente, avaient planté de nouveaux arbustes, avaient installé un panier de basket dans l'allée. Ça ressemblait à une maison où les gens étaient heureux. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Pas de chagrin, pas de colère, pas de nostalgie, juste le léger intérêt de quelqu'un qui observe un endroit qu'il a connu. J'ai fait demi-tour et je suis retourné vers l'atelier, vers la vie que je construisais, planche par planche, joint par joint, pièce par pièce. J'avais une bibliothèque à concevoir, un cours à préparer, un avenir à construire. Et pour la première fois en 8 ans, j'avais quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. J'avais retrouvé mon temps, mes compétences, mon nom. Je m'étais retrouvé.